Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 10 mai. 120 ans, ça se fête. La gare de Bitche et le camp militaire l'ont bien compris. Pour célébrer leur anniversaire, une riche programmation vous attend le 14 mai prochain. Lancement de la nouvelle saison touristique au Center Parks à Attigny. Grâce à de nouvelles installations, le centre de vacances espère une montée en gamme. Visite du site dans cette édition. Et puis découvrez l'association Panda en Moselle qui récolte de la ferraille, la revend et utilise l'argent pour payer les frais médicaux d'animaux. Explication dans un instant. Gardez bien votre parapluie pour jeudi puisque le temps sera à l'image de ce début de semaine, pluvieux dans l'ensemble même si des éclaircies pointeront le bout de leur nez en matinée. Comptez 9 degrés au réveil et 16 degrés au plus haut de la journée. Notre invité ce soir est Romuald Stock. Il est enseignant-chercheur à l'ENIM de Metz et c'est justement à l'ENIM que se tiendra les 11 et 12 mai la 11e édition du Challenge Handicap et Technologie, un projet éducatif de grande ampleur que nous allons détailler avec lui dans un instant. Place à l'actualité. À l'approche du 8 juin, la réforme des retraites fait à nouveau parler d'elle, pendant que l'intersyndicale demande solennellement aux parlementaires de voter l'abrogation du recul de l'âge de départ. Les nouvelles réglementations de la réforme devraient être détaillées cette semaine, car pour l'heure, nombreux sont celles et ceux qui sont dans le flou et craignent des erreurs sur les pensions. Vous le voyez sur ces images concernant les carrières longues, par exemple. Il semble que 4 âges de départ soient possibles, 58, 60, 62 et des 63 ans, selon l'âge auquel vous avez commencé à travailler. Une trentaine de décrets est censé donner un genre de mode d'emploi de cette réforme pour les futurs retraités ou ceux en pleine démarche. Le 14 mai 1903, le Kaiser Guillaume II s'était déplacé à Bitche pour inaugurer la gare et le camp militaire. 120 ans plus tard, plusieurs animations sont prévues pour ce dimanche 14 mai grâce aux associations locales et historiques de la commune. Reconstitution, découverte de l'histoire ferroviaire, exposition. Découvrez ce qui vous attend dans ce reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. Ça y est, le programme de la journée célébrant les 120 ans de la gare et du camp militaire de Bitche a été dévoilé lors d'une conférence de presse vendredi. Le Kaiser Guillaume II était venu à Bitche pour l'inauguration des 2 lieux le 14 mai 1903. Pour cet anniversaire, l'association Train touristique Sarreguemines-Bitche, T2SB, et la section du Pays de Bitche de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, CHAL, ont organisé une rétrospective. C'est un événement important pour la CHAL et T2SB. C'est à marquer d'une pierre blanche cet événement parce que c'est l'événement qui va mettre en avant cette fameuse gare de Bitche dans un premier temps et aussi toute l'activité de TDSB, notre association, pour montrer aussi le travail fait par nos bénévoles. Parce que sans les bénévoles, la gare aujourd'hui serait dans un mauvais état. Le 14 mai, vous pourrez assister à la reconstitution historique de l'arrivée du Kaiser. Un groupe folklorique lorrain, le 16e BCP, une quinzaine de bénévoles français et autant de bénévoles allemands participeront à la cérémonie. Il sera ensuite possible de découvrir l'histoire ferroviaire de la ville à travers une exposition dans la gare. Au camp, un parcours exposition de 3 km avec une trentaine de panneaux d'information vous attendra. Vous pourrez également acheter une revue spéciale sur l'histoire du camp, publiée par la CHAL. Avec une dizaine d'auteurs depuis la construction du camp jusque dans les années 20. Dans les années 20, notamment, on retrouve des parties un peu plus anecdotiques avec la venue du ministre qui est venu au camp militaire parce qu'il y a eu énormément de plaintes sur la qualité de la cuisine offerte aux soldats. Et enfin, il y a Bruno Marion qui nous présentera quelque chose qui est assez inédit depuis l'ouverture des archives russes sur le stalag. Le but sera de faire la comparaison des lieux entre 1903 et aujourd'hui. Et que penser de la gare de Metz, construite entre 1904 et 1908 ? Déjà couronnée plus belle gare de France à plusieurs reprises, elle figure actuellement dans la présélection régionale pour le concours du monument préféré des Français, émission animée par Stéphane Bern sur France 3. Si cette dernière passe cette étape, elle fera donc partie des 14 édifices en lice et soumis au vote du public pour la grande finale. Le vote est ouvert jusqu'au 26 mai sur le site de l'émission. Dans tous les cas, cette gare majestueuse continuera
de fasciner les voyageurs et les différents touristes. En parlant de tourisme, le Center Parcs d'Attigny vient de lancer sa nouvelle saison avec de nouveaux équipements pour les fans de la nature. Chaque année, le domaine des Trois Forêts enregistre plus d'1 million de nuitées et le centre de vacances espère bien monter en gamme avec de nouvelles installations pour les visiteurs. Reportage de Jonathan Vaucher. À Center Parcs, le domaine des Trois Forêts a investi 60 millions d'euros ces 3 dernières années, avec 2 grandes thématiques, la nature et la pédagogie. Ici, dans son cœur forestier préservé de 45 hectares, un sentier nature pour les familles vient d'être inauguré. Chaque saison, 8 visiteurs sur 10 sont accompagnés d'au moins un enfant. Cette année, ils pourront aussi découvrir la nouvelle serre installée près de la ferme pédagogique. On est dans la notion de vacances apprenantes et cette serre en est l'exemple puisqu'on pourra ici cet été avec la serre pouvoir faire découvrir aux enfants sous forme d'atelier avec un responsable de la serre jardinier, et bien leur faire découvrir la magie d'une graine qui pousse dans cette serre. Donc des vacances apprenantes avec aussi un certain nombre de parcours, le parcours nature qui est un parcours au cœur de notre forêt mosellane. Mais le domaine souhaite aussi monter en gamme. À l'écart des hébergements, le Forest Lodge s'ouvre aux séminaires et aux clients avec un spa de 1600 m² et un restaurant. Dans la forêt, les familles peuvent aussi découvrir le nouveau cottage exclusive, un lieu de vie pour 12 personnes avec baignoire balnéo et plusieurs chambres séparées, un équipement unique chez Center Parcs. Alors c'est vrai que cette montée en gamme permet aussi de capter des marchés que nous ne connaissions pas et des clientèles peut-être un peu différentes, notamment je pense au marché suisse allemand et suisse roman et également au Duché du Luxembourg. Donc des clientèles qui ne connaissaient pas cet aspect haut de gamme du concept Center Parcs et qui sont je crois très enthousiastes sur ces premiers retours. On a de très bons retours sur l'expérience haut de gamme. Le parc mosellan accueille aujourd'hui une moitié de touristes en provenance des pays frontaliers. Pour cette saison, la nouvelle zone d'Acrobranche mélange aussi les générations avec une tyrolienne qui passe au-dessus du complexe aquatique, au cœur des 435 hectares du domaine. Place à la chronique environnement maintenant avec cette association mosellane qui récolte de la ferraille pour sauver les animaux. Couvercles, capsules, canettes, l'association Panda en Moselle récolte ces déchets depuis 2019 pour les revendre ensuite chez un ferrailleur. L'objectif, récolter de l'argent pour venir en aide aux propriétaires d'animaux dans le besoin pour payer leurs soins médicaux. En 4 ans, 10 animaux ont été secourus. Les détails dans ce reportage d'Emma Facchetti. Chaque semaine, Laetitia Rose réceptionne des sacs remplis de déchets. On récolte les canettes de soda, les boîtes de conserve. Ça, c'est des bouchons d'aluminium qui sont en général sur les bouteilles en verre ou les bouteilles d'huile. Et les couvercles et également les capsules de bière. Au bout d'1 mois, son garage se transforme en temple du métal. Il y a de plus en plus de gens qui collectent pour nous, qui nous les ramènent. Il y a de plus en plus de restaurants qui collectent également pour nous. L'association existe depuis août 2019 et en 4 ans, ça a plus que triplé en termes de volume. Ces bouts d'aluminium et de fer valent de l'or. Ouais. On met la ferraille là et on mettra l'alu là après. Ouais. La jeune femme se rend 1 à 2 fois par mois chez le ferrailleur pour revendre ses débris. Là aujourd'hui, il y a eu 50 kg d'alu, ça revient à 35 €. Le cours, il a baissé là. Il est à 70 centimes le kilo. Ça a baissé, avant c'était 90. Le fer, on a eu 70 kg de fer, ça revient à 11,20 €. Une précieuse somme qui permet d'aider les personnes aux faibles revenus à soigner leur animal de compagnie. Luna va bien ? Très très bien. Maintenant, elle est sortie d'affaires et tout va bien, donc pour le plus grand bonheur de toute la famille. En août dernier, Luna, 5 ans, a une infection grave au niveau des parties génitales. Elle a eu beaucoup de pertes de sang, elle avait un manque de globules blancs, et ce qui fait qu'elle a dû être transfusée d'urgence. En fait, elle devait avoir une poche de sang qui, quand même, est une somme assez importante. On était pas loin de 1 000 €. Et avec tout ce qu'on avait déjà déboursé, ça venait compliqué, on avait déjà fait un crédit. Donc c'est là qu'on m'a parlé de l'association et elle a déboursé la moitié de la somme qui restait pour qu'on puisse récupérer notre chienne. En 4 ans, 10 animaux, notamment des chats et des chiens, ont été secourus grâce à l'association Panda.
Allez, on passe à la culture. Cette semaine, pour la boîte à malice, découvrez un entretien avec Aurélie Saada, connue pour avoir fait partie du duo Brigitte. Rendez visite également à l'artiste peintre Éric Bonnet pour observer ses toiles pop. Et puis vous saurez tout de la programmation du Marly Jazz Festival qui va se dérouler du 25 au 28 mai. Un festival dont il faut pousser les portes les yeux fermés, comme l'explique ici le programmateur de cette édition. Avant de venir, il faut être curieux. Et quand on est curieux, on a envie de venir pour découvrir des choses. Parce que de venir voir des choses qu'on aime, c'est parfait, puisqu'on les aime. Mais c'est bien aussi de découvrir. Alors, mon but n'est pas de leur faire apprendre quelque chose, c'est de leur faire aimer. Donc, il faut venir et sans se poser de questions, sans réfléchir, juste avec l'émotion. On peut venir au Marly Jazz déjà dès 19h. Parce qu'il y a, comme tous les ans, l'apéro-concert à l'extérieur. Alors, j'espère que d'ici là, il fera beau et chaud. Et donc, on a un concert gratuit, il y a de la restauration, de la boisson. Enfin, c'est très convivial, très sympa. Les gens se promènent et voilà, c'est super. On peut déjà se mettre un peu dans l'ambiance à partir de 19h. Et pour en apprendre davantage sur cette programmation au temps de jazz, rendez-vous à 19h dans la boîte à malice. 72 heures après sa désillusion en quart de finale de la Ligue des Champions, Metz Handball n'a ni le temps de broyer du noir, ni de cogiter. Les Dragons reprennent le chemin de leur pain quotidien. La Ligue Butagaz Énergie, déjà assurée de terminer championne de France, elles vont tenter de finir invaincues sur la scène nationale. Elles se déplacent en Bourgogne pour y affronter Dijon pour le compte de la 22e journée de championnat. Coup d'envoi à 20h. Elles enchaîneront ce samedi 13 mai à domicile face à Plan de Cuc. Un match à suivre à partir de 17h55 sur Moselle TV, bien évidemment. Je vous propose maintenant d'aller au bord de l'eau, plus précisément près de la digue de la Pucelle à Metz. Lors de sa visite de canton, Patrick Weyton y a fait étape pour la signature d'une convention Ambition Moselle. 300 000 € ont été alloués au chantier de rénovation du Kayak Club, car c'est un équipement déjà très utilisé pour de nombreuses compétitions. L'objectif est bien sûr de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions des délégations étrangères. Regardez. 300 000 € pour développer le bassin de la Pucelle, place forte du canoë-kayak en France. C'est le département de la Moselle qui s'est engagé dans l'amélioration de ce patrimoine lorrain avec la rénovation des locaux du Kayak Club, véritable atout pour la ville. Il fait partie des partenariats à développer. C'est plus qu'un contrat de 300 000 €, c'est une convention de partenariat entre la ville de Metz et le département. Ce site est connu, est apprécié parce qu'il est en centre-ville, parce qu'il est de qualité, parce qu'il est bucolique. Et le directeur technique national me l'a dit qu'à chaque fois que des sportifs de haut niveau, des canoë-kayakistes de haut niveau français viennent s'entraîner ici à Metz, c'est un passage obligé. Pour preuve, il y a un an se déroulait le championnat de France. L'île de Saulcy avait alors accueilli 900 athlètes. De son côté, le directeur de la Fédération française de canoë-kayak souhaite organiser une nouvelle compétition nationale, voire internationale, sur ce parcours messin. C'est que c'est à la fois un très bon site de préparation, mais également un site de compétition où les kayakistes de toute la France et même maintenant de toute l'Europe ont le plaisir de venir naviguer. La fédération a hâte de pouvoir venir refaire des compétitions ici. Ça dépendra en fait de la volonté du territoire. Et la volonté est là. Plusieurs courses nationales se disputent ici en présence de nombreux kayakistes français, comme Joris au club de Torcy en Seine-et-Marne depuis 5 ans. On fait une semaine de préparation pour bien commencer les courses, quoi. Déjà le cadre, c'est au milieu de la ville, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Et ensuite le bassin, moi je le trouve super bien, c'est un de mes bassins préférés. Le club de Metz a été labellisé pour accueillir les délégations étrangères, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un projet qui s'inscrit parfaitement dans le programme Moselle Terre de Jeux. Handicap et technologie, deux thématiques sur lesquelles les étudiants de l'ENIM vont devoir plancher. On en parle avec notre invité du jour. Romuald de Stock, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ENIM à Metz. La 11e édition du Challenge Handicap et Technologie doit se tenir les 11 et 12 mai prochains. Il s'agit d'une compétition amicale, c'est ça, entre différentes écoles françaises.
Oui, on a invité l'ensemble des étudiants en France qui mènent des projets sur le handicap et ils présentent leurs projets et donc après on récompense les meilleurs projets. C'est quoi comme type de récompense? Donc l'idée, on veut valoriser les différents projets qu'ils réalisent et puis on leur donne un trophée et puis un petit bon d'achat pour récompenser ce qu'ils ont fait. Concrètement, combien de participants cette année? Donc là, au départ, c'est un champ-étudiant, on a une vingtaine de projets d'étudiants, mais après se sont greffés dessus des différents laboratoires de recherche. On va aussi montrer les différents chercheurs. Toutes les associations, on a aussi invité, on a une trentaine d'associations en lien avec le handicap pour qu'elles puissent montrer ce qu'elles réalisent. On a même des industriels qui présentent soit leurs produits innovants, soit leur démarche RSE d'inclusion du handicap. Donc on se retrouve presque avec une soixantaine de stands. On a même du refusé du monde. C'est plutôt un salon finalement. On peut dire que ça devient presque un salon. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes les innovations technologiques en lien avec le handicap. Donc ça peut être des innovations par exemple, de mobilité, des fauteuils roulants monte-escalier, des fauteuils roulants autonomes par exemple. On a aussi beaucoup d'innovations sur la robotique, beaucoup de robots d'assistance qui permettent d'aider des enfants qui ont des troubles pour l'apprentissage. On a beaucoup aussi d'innovations sur le numérique, des nouveaux logiciels ou la réalité virtuelle aussi pour apprendre. Et on veut aussi cette année porter sur tout ce qui est prothèse bionique, connectée, et même les exosquelettes. Exosquelettes, donc en fait, c'est un squelette mécanique qu'on vient enfiler, et soit qui va m'aider pour une assistante à lever les charges, soit qui va aider pour la rééducation. Le rêve, c'est de remettre des gens debout, des personnes paraplégiques. Donc on fera on fera des démonstrations d'exosquelettes, on présentera tous ces projets. On présentera aussi des conférences sur tous ces éléments-là. Alors on imagine que ce n'est pas un travail qu'on fait en quelques semaines, c'est tout un projet éducatif autour. Quels sont les objectifs pour les étudiants de l'ENIM? Oui, donc par exemple à l'ENIM, on a un module qu'on appelle ICC, c'est l'ingénierie collaborative et concourante. Et l'idée, c'est vraiment que les élèves, bien sûr, ils ont une formation technique, ils ont une formation sur certaines méthodes, mais aussi l'idée, c'est qu'ils puissent être sensibilisés un peu à tout ce qui est ce qu'on a aujourd'hui dans les entreprises RSE, donc tout ce qui est sensibilisation au handicap, sensibilisation à l'environnement, qui s'ouvre un peu. C'est nos futurs cadres, on forme quand même nos futurs cadres des entreprises, aussi des personnes qui auront sûrement des responsabilités, peut-être mais ça. Donc on veut vraiment les sensibiliser, les former à tous ces aspects inclusion. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'ingénierie, par exemple, et des technologies, le handicap prend une place de plus en plus importante? Je pense qu'il y a des réponses aujourd'hui parce que c'est vrai que le handicap c'est souvent spécifique et donc on était beaucoup sur la production de grande masse, mais maintenant grâce au prototypage rapide, on montrera un exemple de fabrication au prototypage rapide de prothèses. Je pense grâce à la spécification des technologies, aujourd'hui grâce à l'IA, on peut développer des produits spécifiques et donc qui répondent à des besoins spécifiques du handicap. C'est possible aujourd'hui. Alors vous demandez quoi à vos élèves finalement? De la créativité, de la précision, de l'amusement? Oui, justement, je crois que l'idée déjà pour eux, c'est de faire un projet utile, parce que tout l'intérêt, c'est comme là on a les associations et donc peut-être les usagers sur place qui nous remontent les besoins, l'idée c'est de pérenniser la manifestation. Comme ça, les usagers nous remontent leurs idées et leurs besoins, les étudiants peuvent lancer des projets, c'est des projets concrets, et éventuellement, l'objectif à terme, c'est de pouvoir développer une commercialisation, une start-up ou un industriel qui peut le reprendre. Ça nous est déjà arrivé sur des projets fauteuils où ça a démarré par un projet étudiant à l'ENIM et l'entreprise a été créée et elle commercialise des fauteuils par exemple. Donc finalement, il faut le voir aussi comme un premier pas dans le monde du travail. Oui, je pense. C'est un premier pas sur mais aussi sur un projet concret avec un vrai besoin, avec aussi quelqu'un qui souhaite, qui demande quelque chose et une réalisation. Les étudiants de l'ENIM ont toutes leurs chances. Les projets semblent sortir du lot. Bon, on défend notre école, mais après on a des étudiants qui viennent presque de toute la France. On a des étudiants de Paris, de La Rochelle, de Charleville-Mézières, de Lille, de Valenciennes. On a vraiment des étudiants qui viennent un peu de tout type d'école, que ce soit donc plutôt mécanique comme à l'ENIM pour développer des innovations sur la mobilité, mais ça peut aussi être du numérique, ça peut aussi être du management de projet. Finalement, que doivent retenir les étudiants à l'issue de ce challenge ? Je pense que c'est vraiment, il y a la technique, mais on le sait bien, aujourd'hui on dit bien, le métier d'ingénieur, ça sera tout l'aspect management, et je pense que ça les sensibilise déjà à cet aspect management, s'adapter à différentes situations, s'adapter à la différenciation à différentes personnes. Je pense que c'est sur cette sensibilisation-là que c'est important d'insister.
Et pour terminer, à titre personnel, est-ce que vous avez été sur les 11 éditions? Est-ce que vous avez vu un gros changement au fur et à mesure des années? Donc, oui, parce que je crois que, comme je dis aujourd'hui, la technologie devient très spécifique, très mature avec tout ce qui est mécatronique, robotique, je veux dire, réalité virtuelle. Il y a beaucoup de développements qui peuvent aider au handicap, avec tout ce qui est reconnaissance, par exemple. Aujourd'hui, on a un projet qui développe pour la reconnaissance du langage des signes, par exemple. Des systèmes IA, intelligence artificielle, pourraient aider à l'apprentissage de personnes qui ont des troubles d'aussi. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, qu'une technologie qui est mature pour s'adapter, comme je redis, à chaque handicap. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et à bientôt. Merci. Et avant de se quitter, je vous propose de découvrir Anne Klein, la nouvelle présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Originaire de Sarrebourg, mariée et mère de 2 enfants, elle avait déjà posé ses valises dans la cité faïencière début 2000 en tant que juge et dans les années 2010 en tant que vice-présidente du tribunal. De 2016 jusqu'à cette année, elle travaillait en Martinique. Elle a officiellement été installée au tribunal sarregueminois il y a quelques jours. Très heureuse de retrouver certains anciens collègues, elle a tout de suite pris la parole devant l'Assemblée. Elle s'est par exemple engagée à concrétiser le projet immobilier de sécurisation et de mise en accessibilité du tribunal. Merci beaucoup de nous être fidèles. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux. Pour la suite de votre programme, découvrez Anita Fatiz dans Face à Face. Ancienne nageuse handisport, elle reviendra sur son parcours. Et dès 19h, une nouvelle boîte à malice culturelle vous est proposée. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.